Le recensement général de la population et de l'habitat a officiellement démarré hier lundi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été le premier à se faire recenser. Pour lui, c'est un acte très important, un acte citoyen. C'est une obligation pour tout État moderne. La Fédération nationale des établissements d'enseignement privé laïque de Côte d'Ivoire, FENIPLACI, suspend son mode d'expulsion des élèves affectés dans les établissements privés. L'État a décaissé 16 milliards de francs CFA pour les fondateurs de ces établissements. SOS pour l'artiste Johnny Lafleur ou Cogno, il souffre de mal qu'il estime inconnu depuis 6 mois suite à une injection mal faite dans une pharmacie de la place. Depuis lors, l'artiste est fortement amaigri et très affaibli. Et puis, Vladimir Poutine a officiellement signé le décret reconnaissant la Crimée comme un État souverain, ce qui accélère la demande de la Crimée au rattachement de la Fédération de Russie. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le recensement général de la population et de l'habitat officiellement démarré hier lundi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été le premier à se faire recenser. Pour lui, c'est un acte très important, un acte citoyen. Il a encouragé toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à se faire recenser car il s'agit pour le pays de mieux connaître la répartition de la population sur le territoire. C'est une obligation pour tout État moderne. Viviane Haïmer. Le recensement général de la population et de l'habitat décidé par le gouvernement concerne toutes les personnes vivant sur le territoire national et nul n'a le droit de s'exclure. Le président de la République, Alassane Ouattara, premier citoyen de ce pays et le plus illustre d'entre tous, a donné l'exemple ce lundi matin, premier jour du démarrage du recensement général, en ouvrant la porte de sa résidence aux agents recenseurs qui sont venus procéder à son recensement ainsi qu'au recensement de son épouse. Étaient présents les ministres d'État Ahmed Bakayoko de l'Intérieur et de la Sécurité et Mabry Touakeuse du Plan et du Développement. Faisant montre de civisme, le président de la République a répondu au questionnaire de l'agent recenseur qui lui a ensuite délivré un récépissé, une opération toute simple. Le président de la République a invité toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à se soumettre à cette opération d'intérêt général qui est le recensement de la population. Je viens de me faire recenser. Vous savez, c'est un acte très important, un acte citoyen, un acte qui va même au-delà. J'encourage toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à faire cela parce que c'est important, ce recensement général de la population et de l'habitat, de connaître enfin exactement combien nous sommes, puisque le dernier recensement date de 1998, donc il y a de cela 16 ans. Il était important que nous puissions mettre à jour les statistiques, mais également voir un peu quelle est la répartition donc de la population sur l'ensemble du territoire national. Ceci est une obligation pour tout État moderne. Et comme vous le savez, notre objectif, c'est d'aller plus vite et plus loin et faire en sorte que notre chère Côte d'Ivoire devienne un pays émergent en 2020. Et un pays émergent doit avoir des statistiques précises. Alors donc, je voudrais vous encourager à soutenir les agents de recensement, à leur réserver un excellent accueil. C'est un travail minutieux, moi je viens de le constater et je félicite les agents qui m'ont tout à l'heure soumis aux nombreuses questions et je crois que c'est utile pour chacun de nous. Donc, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur le territoire national, je vous encourage à vous faire recenser. Cette opération est capitale pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui vivent dans notre beau pays. Le président de la République vient ainsi de donner l'exemple. Il appartient désormais à chaque citoyen de faire montre à son tour de civisme en se faisant recenser. Deuxième grand titre de cette édition, la Fédération nationale des établissements d'enseignement privé laïque de Côte d'Ivoire, FENIPLACI, a fait une déclaration pour suspendre son mode d'expulsion des élèves affectés dans les établissements privés. L'État a décaissé 16 milliards de francs CFA pour les fondateurs de ces établissements.
suite à la rencontre de ce jour avec les plus hautes autorités de la République, prenant acte des propositions concrètes faites d'une part par Monsieur le Directeur général du Trésor, à savoir, premièrement, paiement immédiat d'une somme de 16 milliards 800 millions de francs à l'ensemble de l'enseignement privé. Deuxièmement, la mise en place d'un échéancier pour apurer les arriérés du budget 2013 et d'autre part, par les plus hautes autorités de la République portant sur l'organisation d'une table ronde entre les ministères concernés et la FENEPLACI relativement aux problèmes de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire. Le bureau fédéral de la FENEPLACI décide de la suspension de son mot d'ordre d'expulsion des élèves affectés. Cette suspension procède de la volonté du bureau fédéral de la FENEPLACI de donner le temps aux autorités de traduire les différents engagements dans les faits. Par conséquent, le bureau fédéral invite tous les fondateurs des établissements privés d'enseignement et de formation à accueillir les élèves affectés le mardi 18 mars 2014 à 7h30. La FENEPLACI présente ses excuses aux parents d'élèves et aux élèves affectés pour les désagréments résultant de l'exécution de son mot d'ordre. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, bientôt centre d'excellence de l'Union du fleuve Mano. Avant la signature de ce partenariat à la fin de ce mois de mars, le secrétaire général de l'Union a eu une séance de travail avec la direction générale de l'INPHB à Yamoussoukro. Il s'est agi d'effectuer les derniers réglages pour la mise en marche de ce projet qui ouvrira la porte de l'INPHB aux étudiants libériens, sierra-léonais et guinéens. Michel Digré. L'intégration sous-régionale par l'éducation, cela est possible si les États mutualisent leurs institutions de formation. C'est du moins la conviction des dirigeants de l'Union du fleuve Mano qui ont décidé d'identifier dans chaque pays membre un centre d'excellence pour assurer la formation de leurs étudiants dans des secteurs spécifiques. Dans ce contexte, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny sera sollicité pour son expertise dans les domaines énergétiques et des travaux publics. Et il a été clairement identifié 3250 km de routes d'interconnexion entre nos 4 pays. La Côte d'Ivoire donc a la responsabilité d'abriter ce centre d'excellence et de sortir les milliers de personnes, de cadres qui seront formés à tous les niveaux pour satisfaire la demande de ces projets ambitieux de construction d'infrastructures routières et énergétiques pour les 5 voire 10 prochaines années. Ce partenariat s'inscrit dans la nouvelle vision de la direction générale de l'INPHB. La politique d'ouverture est l'une de nos actions les plus affirmées. Depuis 2 ans, des effectifs relativement importants d'élèves comoriens et nigériens ont été admis à l'Institut. Dans cette optique, des missions d'information se rendront à partir de la semaine prochaine au Bénin et au Togo. Il s'agira d'aller proposer aux autorités ayant en charge la formation professionnelle dans ces pays et aux élèves et étudiants les offres de formation de l'INPHB. Dans le cadre de la constitution du réseau de centres d'excellence de l'Union du fleuve Mano, la Guinée abritera le centre d'excellence des mines, le Libéria celui de la foresterie et la Sierra Leone le centre des métiers des télécommunications. À Sonvoué, village de la sous-préfecture de Toumoudi a organisé une cérémonie de plantine d'arbres. Les populations de ce village veulent ainsi contribuer à la restauration du couvert forestier ivoirien et aussi à la création de richesses locales. Cette cérémonie de plantine d'arbres s'est tenue en présence du ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo Daré. Konaté Moussa, Léon Broukouabé. D'environ 16 millions d'hectares dans les années 1960, la superficie actuelle de la forêt ivoirienne ne dépasse pas les 3 millions d'hectares. Face à cette disparition de la forêt, se développent plusieurs actions, notamment le reboisement. L'initiative du gouvernement s'empare de nombreuses populations, comme à Assoumvoué, dans la sous-préfecture de Toumoudi. Les villageois initient une journée de planting d'arbres.
La superficie à reboiser, 150 hectares. Nous voulons à notre manière aider le gouvernement à lutter contre la déforestation. Sensibiliser nos parents que chaque famille crée au moins 2 hectares, 3 hectares de terre pour que, à la longue, nous puissions avoir des richesses pour nous autofinancer. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo-Daré, salue la contribution de ces populations rurales. Elle va aider à reconstituer le patrimoine forestier. Les questions forestières n'étant pas que du seul ressort de l'État, ces populations qui vont planter cette forêt ne vont pas la détruire. Et c'est notre manière à nous de lutter contre la pauvreté en encourageant les populations rurales à planter des arbres à rendement économique. Une broyeuse multifonctionnelle, dont du ministre des Eaux et Forêts, pour encourager les populations d'Assoumbou. L'Institut national de la statistique a initié le projet d'élaboration de nouvelles nomenclatures d'activités et de produits de la Côte d'Ivoire. Ce projet qu'organise l'INS se déroule dans la ville d'Azopé et soulève d'importantes questions relatives aux statistiques agricoles, de l'environnement et aux cadres nationaux d'assurance qualité. Plus de détails avec Patricia Omo-Etia. Agriculture, comptabilité nationale, environnement. Tous les secteurs de la vie socio-économique sont concernés par les indicateurs statistiques. Dans cette dynamique, l'Institut national de la statistique, INS, déploie des efforts pour permettre à notre pays de produire régulièrement des statistiques conformément aux normes internationales. Les travaux de cette rencontre visent à réfléchir sur les questions de classification des activités qui devront intégrer les différents changements intervenus au niveau international, à savoir la révision de la classification internationale par type industrie, l'apparition de la 6e édition du manuel de la balance des paiements et l'existence du nouveau système de comptabilité nationale 2008. Les produits qui sont concernés, ce sont les activités et les produits. Par exemple, l'enseignement, par exemple, la culture du café. La nomenclature ancienne est basée sur un système de comptabilité nationale qu'on appelle SN 93. Et actuellement, il y a un nouveau système qui est appelé SN 2008. Donc cette nomenclature devra s'inspirer de cette nouvelle appellation qui est SN 2008. Les principaux résultats attendus sont entre autres l'amendement et la validation de la nomenclature des activités et des produits. Le séminaire de formation des DOZO, parlons-en, il a débuté à Touba. Il est organisé par la Fédération nationale des confréries DOZO de Côte d'Ivoire. Objectif, faire des DOZO des promoteurs de l'image et de l'unité de la Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué. Les chasseurs traditionnels, appelés communément DOZO, analphabètes pour la plupart, indexés à tort ou à raison d'être au centre des conflits, ont décidé de se donner une image positive dans la société. La Fédération nationale des confréries DOZO vient à cet effet d'organiser à Touba un séminaire de formation à l'intention de ses membres. L'objectif de ce séminaire est de faire du DOZO un modèle de paix pour la Côte d'Ivoire, un promoteur de l'image culturelle et de l'unité nationale. Ainsi, pendant 3 jours, les DOZO ont été initiés à quelques notions de base juridiques, le civisme et la citoyenneté, ainsi que les différents symboles de la nation et les principales institutions qui confèrent le nom de nation à un État. Également au centre de la formation, le rôle et la place des DOZO dans la société ivoirienne. Selon les formateurs, la place des DOZO n'est ni dans les casernes militaires, ni au contrôle de la circulation. Pour Sylvain Quadio, l'un des formateurs, le DOZO n'est pas non plus un pompier, ni un policier, ni un gendarme. Message bien perçu. Dosso Sori, le président de la Fédération de la confrérie, affirme « Les DOZO se consacreront désormais à leurs premières activités, l'agriculture, l'élevage, la médecine traditionnelle. Après l'étape du Bafing, le Kabadougou verra ses DOZO se former. » Autre information, les jeunes de la région du Hambol veulent s'impliquer dans le processus de développement de leur région et lutter contre le chômage. Cela à travers la réalisation de projets individuels ou collectifs. Ils ont été formés aux techniques de montage de
projet. Le reportage de Soro Corona et Baker de RT Boaké. Le taux de chômage des jeunes de 14 à 35 ans est estimé à plus de 12%. La Jeunesse Unie pour le développement du handball, UJDH, entend s'impliquer dans la résolution de cet épineux problème, notamment dans la région du handball. Elle fait donc de l'insertion des jeunes de cette région sa priorité. Pour Jeunes Lat à la parole, cette association vient d'initier un séminaire de réflexion sur le thème « La jeunesse et le développement, quelle opportunité ?» Le président Alassane Dramane Ouattara a beaucoup de projets pour la jeunesse, mais il est important pour les jeunes d'être informés sur les opportunités qui s'offrent à eux. Si la jeunesse arrive effectivement à appliquer les résolutions de ce séminaire, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas apporter un souffle nouveau à la jeunesse du handball. Ces travaux ont tourné essentiellement autour de l'élaboration d'un plan d'insertion agricole. À cet effet, 4 communications ont été dites. Les conférenciers ont exhorté la jeunesse du handball à se tourner vers la terre, car selon eux, l'agriculture est le secteur qui peut absorber le maximum de jeunes et qui offre plus de possibilités pour assurer une autonomie financière, ont-ils précisé. Aux jeunes, l'Institut ivoirien de l'entreprise, INIE, a présenté les opportunités qu'il offre. Cet institut a décidé de soutenir les jeunes qui veulent investir dans la culture de la tomate. Les jeunes qui ont manifesté un réel engouement pour ces travaux ont été invités à monter des projets individuels ou collectifs bancables pour espérer bénéficier d'un financement. Ces initiatives sont soutenues par le ministre Jean-Louis Billon et le président du conseil régional du handball, Traoré Ibrahima, tous deux fils de la localité. La Jeunesse Unie pour le développement du handball est née en août 2013. Elle regroupe les jeunesses des départements de Katiola, d'Abakala et de Niakara. L'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest a organisé un atelier de lancement du processus du dialogue inclusif hier lundi à Grand Bassam. Objectif, bâtir une agriculture moderne et émergente. Plus de précisions avec Patrice Kouakou et Victoria Angwa. Dialogue inclusif ou dialogue entre acteurs de l'agriculture pour formuler les priorités de résilience. Objet d'un atelier. Il pose les méthodes de travail de l'Alliance globale pour la résilience, agir. La résilience étant la capacité des ménages, des communautés et des systèmes vulnérables à faire face aux risques de choc, à répondre efficacement et à s'adapter de manière durable. Ce que nous voulons faire dans le cadre d'Agir, c'est identifier, surtout dans le cadre de ces programmes-là, ce que nous appelons les actions qui contribuent résolument à la résilience des populations. Et c'est sur ces actions-là que nous allons mettre l'accent dans ce programme Agir. Donc, la Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne aujourd'hui, a entamé le processus. Le ministre vient de lancer, à travers un dialogue intersectoriel, qu'ils vont développer et qui vont identifier ces priorités-là sur lesquelles nous mettrons l'accent dans le cadre du programme Agir. Aujourd'hui, nous avons l'initiative Agir, qui vise non seulement la sécurité alimentaire, mais la nutrition et la résilience des populations. Donc vous voyez bien que la palette est complète aujourd'hui pour que nous puissions non seulement développer le secteur agricole. Les partenaires techniques et financiers manifestent leur engagement à accroître l'efficacité de l'aide au développement. Avec la CEDEAO, l'UEMOA et le comité interministériel de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, le concept Agir se donne 20 ans pour éradiquer la faim et la malnutrition. Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, après avoir accumulé des mois de retard, les discussions entre Bamako et les groupes armés ont timidement repris. Après une longue période de creux, aucune avancée n'avait plus été enregistrée depuis la signature de l'accord de Ouagadougou signé en juin dernier. En Libye, au moins 7 militaires ont été tués et 12 autres blessés dans l'explosion d'une voiture piégée près d'une académie militaire à Benghazi. Et quelques informations brèves sur le continent. Restons en Libye avec cette affaire du pétrolier transportant du pétrole brut acheté illégalement aux rebelles libyens. Fin du voyage pour le Morning Glory. Le navire a été arraisonné ce lundi matin par les forces spéciales américaines dans les eaux internationales au large de Chypre. Le Morning Glory, c'est ce pétrolier tombé aux mains de rebelles libyens qui voulaient exporter du brut depuis les ports qu'ils contrôlent. Il avait réussi à déjouer le blocus maritime
on ne sait toujours pas vers quel pays il se dirigeait. 100 morts au moins dans de nouvelles violences au Nigeria. Dans la nuit de vendredi à samedi, des hommes armés ont rasé 3 villages dans l'état de Kaduna, au centre du pays. La population locale, majoritairement chrétienne, accuse les éleveurs musulmans. Depuis quelques années, l'état de Kaduna est le théâtre d'affrontements intercommunautaires. En Afrique du Sud, le procès Pistorius est entré dans sa 3e semaine. Appelé à la barre ce lundi, Sean Rance, manager d'un centre de tir à Johannesburg, c'est lui qui fournissait les armes à l'athlète handisport. Il a décrit un Oscar Pistorius fou d'armes à feu à tendance paranoïaque, craignant sans cesse pour sa sécurité. Mais selon Sean Rance, le champion savait parfaitement qu'on ne doit pas décharger son pistolet sur quelqu'un qui n'est pas menaçant. Oscar Pistorius risque 25 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie, Riva Steenkamp. C'est le futur siège de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Des locaux trouvés en urgence à Libreville, la capitale gabonaise. C'est là que l'organisation sous-régionale a décidé de se délocaliser, la Centrafrique, où elle avait son siège, étant devenue trop dangereuse. L'aménagement se fera progressivement, le temps que l'actuel occupant, Gabon Télécom, quitte les lieux et que le bâtiment vieux de 25 ans subisse un lifting. Après ces informations brèves, rendons-nous en Mauritanie où les albinos se mobilisent contre leur exclusion. Regardez. D'ascendance maure ou négro-africaine, les albinos de Mauritanie veulent faire savoir qu'ils existent. Certes, ils ne vivent pas dans la terreur comme dans certains pays d'Afrique de l'Est et centrale. Certes, ils ne sont pas victimes de crimes rituels. Mais ils sont exclus et stigmatisés par la société mauritanienne. Sans emploi, sans revenu, ils doivent se débrouiller. Personne ne veut m'embaucher, donc je travaille pour mon propre compte. Mais si quelqu'un veut bien m'aider, je ne dirai pas non. Faire de lance de la cause des albinos en Mauritanie, l'OMAI, l'organisation mauritanienne pour l'appui à l'insertion des albinos. C'est cette ONG qui vient d'organiser à Nouakchott une journée de consultation gratuite en ophtalmologie et en dermatologie pour les albinos. Des consultations qui ont permis d'examiner plusieurs personnes souffrant des maux associés à l'albinisme, des yeux fragiles, une vue basse et des peaux sensibles au soleil. Nous conseillons aux albinos de se protéger contre le soleil, de porter un casque, de consulter régulièrement un dermatologue pour un suivi médical efficace. Notre objectif est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la condition des albinos en Mauritanie. Cette catégorie sociale est marginalisée, rejetée et souffre du soleil sans que personne ne s'en émeuve. Des consultations gratuites, une manière d'entrer en contact avec les albinos du pays. L'objectif est de les recenser et d'orchestrer une campagne de sensibilisation et de mobilisation en leur faveur. Une campagne qui vise à mettre en place un cadre légal pour la défense de leurs droits. 11e jour de recherche du Boeing 777 de la Malaysia Airlines et toujours aucune trace de l'appareil. L'enquête semble piétiner. Les autorités malaisiennes répètent en boucle les mêmes informations depuis samedi. Elles ont eu beau appeler à la coopération internationale. Les pays sollicités ont du mal à croire que l'appareil ait pu pénétrer dans leurs espaces aériens sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Vladimir Poutine a officiellement signé le décret reconnaissant la Crimée comme un État souverain. Les autorités de Crimée ont demandé à obtenir le statut de république rattachée à la Fédération de Russie. Les électeurs de cette province ont massivement voté, 96,77% pour une séparation de la Crimée d'avec le reste de l'Ukraine et pour son rattachement à la Russie. Tout à l'heure, Vladimir Poutine s'est prononcé sur cette indépendance de la Crimée et de son rattachement à la Russie qui s'accélère. Pour Vladimir Poutine, la Crimée a toujours été russe. En bref, dans le monde, commençons par les élections en Serbie.
En Serbie, les conservateurs au pouvoir sont les grands gagnants des élections législatives anticipées en remportant 50% des voix. Le parti du puissant vice-premier ministre sortant, Aleksandar Vučić, devrait donc obtenir la majorité absolue au Parlement. Le credo des conservateurs, les réformes économiques et l'entrée de la Serbie dans l'Union européenne. Une provocation, c'est la réaction du ministre sud-coréen de la Défense après les tirs d'essai de la Corée du Nord dimanche. Pas moins de 25 missiles à courte portée ont été tirés vers la mer du Japon, des missiles pour souligner la colère du leader nord-coréen Kim Jong-un face aux manœuvres militaires communes des Américains et des Sud-Coréens. Un sol qui se met soudain à trembler, des évacuations par milliers. Un puissant séisme de magnitude 6,7 a secoué la côte nord du Chili dimanche. Aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Revenons en Côte d'Ivoire. SOS pour l'artiste Johnny Lafleur ou encore Nyoli. Il souffre d'un mal qu'il estime inconnu depuis 6 mois suite à une injection mal faite dans une pharmacie de la place. Depuis lors, l'artiste est fortement amaigri et très affaibli. Il appelle à l'aide. Francis Boifo. La démarche lourde, le visage défait et une grimace de douleur affichée. L'artiste Johnny Lafleur est malade, très malade même, et cela depuis 6 mois. Le dernier dépositaire du Zeglibiti, le rythme cher, à feu Ernesto Didier, peine à retrouver ses sensations. La faute à un mal, selon lui, mal géré dans une pharmacie de la place. Je suis allé à une pharmacie pour acheter, j'avais le palu, pour acheter palugette, tout juste pour pouvoir aller me faire une intraveineuse. Quand j'ai acheté, le propriétaire de la pharmacie m'a dit qu'on pouvait m'injecter directement dans la pharmacie. Et donc, il m'a passé un de ses agents qui m'a injecté les palugettes et qui n'a pas piqué dans le lieu exact, mais qui a piqué dans un lieu où le liquide de la palugette n'a pas agi et est resté depuis 5 mois, depuis le mois d'octobre. Donc, j'ai commencé à souffrir, ça me faisait des brûlures, tout et tout. Alors donc, quand on a découvert, 2 mois plus tard, je suis allé à l'hôpital, ils ont dit, mais la palugette n'a pas agi, c'est resté stocké là où ils t'ont injecté, parce que ce n'était pas le canal qu'il fallait. Voilà, ça veut dire que c'est certainement un amateur qui m'a injecté. Il n'a pas piqué exactement là où il devait piquer. Et donc, ça a créé des virus. Et ces virus-là ont commencé à me bouffer dans les vertèbres, dans les colonnes vertébrales, dans la hanche, dans tout et tout. Et donc, qui m'a amaigri comme ça, jusqu'à m'affaiblir et jusqu'à me mettre à terre même. Par moments, j'étais paralysé, je ne pouvais même pas marcher. Et le temps passant, plusieurs remèdes expérimentés en vain. Johnny Lafleur ou encore le Nyoli national n'a toujours pas recouvré la guérison. Il appelle aujourd'hui à l'aide. C'est dur. C'est dur. C'est dur. J'ai besoin d'aide encore. Un appel à l'aide qui sonne comme un appel pressant. L'artiste dit avoir beaucoup à démontrer. Il reste fidèle à sa même veine, le Zeglibiti, la danse des pieds agiles. Et c'est un reportage de Franck Kouadjo, SOS donc pour l'artiste Johnny Lafleur ou encore Nyoli, souffre d'un mal qu'il estime inconnu depuis 6 mois suite à une injection mal faite dans une pharmacie de la place. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1 et demain retrouvez Delphine Blanc à 10h et à 13h.